Bonjour et bienvenue sur le blog Enquête de sagesse. Aujourd'hui, je me retrouve avec Diane Gagnon et c'est un plaisir vraiment de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors Diane va nous raconter son parcours. Je vais la laisser bien sûr s'exprimer là-dessus, mais à savoir quand même que Diane, tu as vraiment un parcours magnifique, écrivain, auteur, coach, conférencier international. Et c'est pas un parcours de quelques années, c'est vraiment un parcours de vie. Oui. Et c'est vraiment ce parcours que j'aimerais que tu puisses partager avec nous, parce que voilà, il a été quand même riche, ce parcours. Oui, il y a eu beaucoup de choses, disons. Puis parfois, on pense qu'on planifie notre vie, puis qu'on fait des choix, puis tout ça, mais moi, je crois que c'est la vie qui choisit souvent pour nous. Puis c'est toujours pour le mieux dans ce temps-là. Alors, pour faire une longue histoire courte, moi, je suis née d'une mère qui vient de Toulouse et d'un père qui vient de La Beauce au Québec. Mais ma mère m'a donné en adoption dès la naissance. En fait, elle est allée accoucher en cachette, comme on dit chez nous, en secret. Et puis, je suis restée à l'orphelinat 6 mois. Et après ça, j'ai été adoptée par des parents adoptifs québécois. Dans une famille plus ou moins normale, je dirais, avec de la violence, des abus, des choses comme ça. Puis, la particularité de tout ça, c'est que je ne savais pas que j'étais adoptée. Mes parents ne me l'ont jamais dit. Puis j'ai vécu beaucoup de rejets, j'avais l'impression que les enfants voulaient pas jouer avec moi. Alors moi, dans ma petite tête de petite fille, je me dis, OK, je suis peut-être pas assez gentille. Alors je vais devenir plus gentille. Ça, c'est le thème de ma vie, peut-être, c'est d'être encore plus gentille. En pensant que si j'étais plus gentille, les gens m'aimeraient davantage, les enfants accepteraient de jouer avec moi, mais ça n'avait rien à voir. C'est que tout le monde savait que j'étais adoptée, sauf moi, et à l'époque, un enfant adopté, c'était un bâtard, c'était pas bien vu. Donc, à 19 ans, je me marie, et en allant chercher mon certificat de naissance, c'est là que j'apprends que je suis adoptée, mais je me marie 3 jours plus tard. Et là, je vois mon père qui me donne la bénédiction le jour de mon mariage, je me dis, ah, c'est pas mon vrai papa. C'est pas ma vraie maman, mais c'est qui? Et 2 ans plus tard, j'ai eu mon premier enfant, puis Olivier. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé que je partais à la recherche de ma mère. Ça m'a pris 25 ans à la retrouver. Et quand je l'ai retrouvée, c'était plus ou moins agréable parce qu'elle m'a dit, ben, t'as gâché ma vie 2 fois. La première fois quand je suis tombée enceinte de toi, tu fais des grands yeux. Et la deuxième... Oui, c'est chouette, hein? C'est un bel accueil quand même. Oui, quand même. La deuxième fois, c'est quand tu m'as retrouvée, parce que ma mère elle aimait beaucoup que les gens soient à son service, puis moi, je refusais d'être à son service, parce que la manière qu'elle le faisait, pour moi, c'était une outrance, puis je voyais comment elle manipulait mes frères et sœurs, parce que là, j'ai découvert que j'avais des frères, des sœurs avec ma mère. Et puis ça me faisait de la peine pour eux, je me disais, non, c'est pas comme ça. Alors, je reviens là, un peu plus avant dans le temps, c'est que, bon, je me suis mariée, j'ai étudié, j'avais 3 emplois, j'ai étudié à l'université, au Québec, on a une expression qui dit on a du gaz, hein, on était capable d'en prendre. Et puis, moi, j'avais comme principe de dire, ben j'essaie, je vais voir ce qui se présente, puis je dis oui, je me rends compte que j'ai souvent danser avec la vie. La vie me présentait quelque chose, puis je me disais, ah, chouette, je vais là. Et alors... C'est très joli ça, danser avec la vie. Ouais. Ça, c'est très, très beau. Et alors, un jour, je faisais un emploi dans le domaine de la construction. J'étais un cadre dans le domaine de la construction. Puis, les autres cadres tombaient comme des mouches pour des épuisements professionnels. Alors, moi, je ramassais les postes de tout le monde. Puis j'aimais ça, je tripais. J'avais Olivier qui était jeune, puis bon, je pense que j'étais divorcée déjà à ce moment-là, mais je travaillais fort, puis j'aimais ça. Puis quand cet organisme-là pour lequel je travaillais a déménagé dans une autre ville, moi j'ai décidé de poursuivre et je me suis dit, ben, je vais offrir mes services aux organismes de la construction le temps que je me trouve un emploi. Puis finalement, j'ai eu tellement de contrats qu'un jour, je me suis dit, ah, est-ce que je suis en affaires finalement? J'ai pas décidé de partir en affaires, j'ai pas fait de plan d'affaires. Ça s'est fait, j'ai suivi le mouvement. J'ai jamais fait de publicité. J'ai fait ça tout le temps. Ça fait 31 ans que je suis en affaires. Alors, je fais du coaching, je fais de la consultation dans les entreprises, je travaille beaucoup avec les dirigeants d'entreprise. Puis,
je fais toutes sortes de choses en management et ressources humaines. Je fais beaucoup de gestion de conflits aussi, c'est le fun aussi à faire. Puis je trouvais que la vie a le sens de l'humour parce que les mandats qui se présentaient à moi, les contrats, tout ça, c'était toujours un reflet de ce que j'étais en train de vivre dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, les gens, mes clients qui viennent me voir pour du coaching, maintenant que je le sais, tu sais, quand je les reçois, je me dis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que j'ai à apprendre cette fois-ci. Parce que je pense que les gens il n'y a personne qui est supérieur à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est pas parce que je suis coach que je suis meilleure que le client qui est là. Je pense que lui aussi ou elle aussi a quelque chose à m'apprendre. Puis je fonctionne beaucoup comme ça. Fait que en même temps, ça me permet, je crois, d'être guidée pour mieux aider la personne. Puis des fois, je m'entends lui suggérer des choses, puis je me dis, ça, c'est pour moi. Exactement. Hein. On est le plus grand des étudiants, c'est pour soi. Oui. Hein. Ben, on alterne hein, entre enseignants et étudiants. Des fois, on a les deux à la fois. Puis il y a personne qui n'est qu'un enseignant. Non. Il y a personne qui n'est qu'un étudiant. Je pense on est tous là pour s'entraider. D'ailleurs, c'est un peu le thème d'un gros projet que j'ai en ce moment. Tu sais. On est tous partenaires pour se libérer de ce qui nous nuit. Alors, j'ai fait ça pendant des années. Je fais encore un peu ça, moins maintenant, parce que maintenant, j'écris des textes sur Facebook tous les jours. Parce que quand je travaille dans les entreprises, je vois à quel point il y a des gens qui sont souffrants, qui sont pas bien dans leur travail, qui ont des relations difficiles. Puis même les présidents d'entreprise, des fois, on a l'impression qu'eux autres, tout va bien, mais ils sont tellement seuls. Ils n'ont seul personne à qui parler. Ils vivent leur vinaigrette tout seuls dans leur coin. Et c'est une bonne expression, ça. C'est une expression québécoise. Vivre sa vinaigrette. Oui, en effet. On en a une autre qui dit on nage dans notre poutine. Là. Bon, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas la poutine, c'est un plat vraiment spécifique. Pommes de terre avec une sauce brune. Du fromage en grains. Il faut vraiment aller là-bas pour y goûter. Ouais, c'est pas de la grande gastronomie, mais bon, on a décidé, ils ont augmenté un peu ça maintenant au Québec, là, la qualité de ça, ils ont essayé toutes sortes de choses. Quand tu es venu au Québec, tu as dû y goûter. J'en ai mangé une dans un super restaurant vegan, c'était à Montréal, et c'était délicieux. C'est vrai? Délicieux. Ouais. Bon, mais de la façon vraiment vegan, comme ça m'a convenu. Grand bien te fasse. Alors, j'ai suivi un peu ce que la vie mettait dans mon assiette, tu vois. Oui, j'ai souffert beaucoup, là, puis je ne dis pas d'une manière pour être victime, tu sais, j'ai pleuré beaucoup dans ma vie, puis je comprenais pas pourquoi les choses m'arrivaient. Puis, je me souviens, quelqu'un m'avait dit à un moment donné, « T'as pas encore assez souffert. » Ah, ça m'avait vraiment fâchée. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et à un moment donné, j'ai comme pris la décision de dire, OK, est-ce que je peux apprendre sans souffrir? Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour apprendre? Alors là, je me suis dit, il doit y avoir des cadeaux dans tout ce que la vie nous offre. Parce que, tu sais, quand on regarde le passé, là, moi, je regarde même l'abandon de ma mère, c'est un grand cadeau. Parce que mes sœurs et frères qu'elle a gardés, ils ont vécu pire que moi. T'sais, ils ont tous été abusés, ils ont vécu dans la violence pire que ce que moi j'ai vécu. Fait que tu vois, je m'en serais pas sauvée, mais je trouve que c'était une bonne chose quand même. Ça m'a permis d'avoir plus de moyens de m'en sortir, je dirais, qu'eux. Quoique aujourd'hui, ils vont tous bien, là, puis ils sont très heureux. Puis, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir été préservée de certaines choses. Et maintenant, j'ai aussi essayer d'enseigner ça à mes fils. Je dis essayer parce qu'on fait ce qu'on peut avec nos enfants. Oui, hein? ça, c'est fait. Et le plus vieux l'a bien retenu, c'est-à-dire que lui, il se dit quand il arrive un problème, il dit bon, qu'est-ce que ma mère me dirait? Elle me dirait Olivier, il y a un cadeau pour toi là-dedans. Puis il le trouve tout le temps. Puis il m'a dit un jour, il dit tu sais, si je suis heureux aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation que tu m'as donnée. Parce qu'il dit ça, c'est la leçon que j'ai retenue. Puis, tu vois, des fois, on pense que ça marche pas ce qu'on dit. Puis je pense que Samuel, qui est plus jeune, est en train de découvrir ça aussi, puis de s'approprier ce qu'il juge de bon dans ce que je lui ai offert comme éducation, tu vois. Alors maintenant, quand il arrive des choses, ben je dirais que je suis le mouvement. Tu sais, en fait, ma devise, c'est « go with the flow hein, », ou « danser avec la vie », comme je disais tantôt. C'est-à-dire, s'il se présente une opportunité, mais puis que ça vibre en dedans, évidemment, je dis pas oui à ce qui vibre pas, là, mais j'y vais, je suis ça, parce que
la vie sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Puis je pense que c'est la vie qui sait ce que je suis venue faire ici sur cette terre. Magnifique. J'essaie d'être docile. Docile avec la vie. Docile avec la vie, ouais. Alors, justement, c'est ton parcours de vie, bon, avec aussi les difficultés que tu as rencontrées. Ça, justement, ça t'a permis d'aborder la vie avec un autre regard. Ouais. Et qu'est-ce que ce nouveau regard t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris avec ce nouveau regard? Ouais. Comment tu as abordé les gens avec ce nouveau regard? Ouais. Mais tu vois, tantôt, je parlais de souffrance que je voyais dans les entreprises, puis je m'étais dit, j'ai le goût d'aider ces gens-là. Alors, je me suis mis à écrire tous les jours des petits textes inspirants que, quand j'ai découvert Facebook en 2011, je me suis mis à publier là-dessus. Donc, depuis 2011, depuis juin 2011, je publie tous les jours un texte inspirant sur Facebook que je compose, qui me vient tout seul. Tu vois, au hasard d'une conversation, il va me venir un bout de phrase, puis je m'installe à l'ordinateur, puis le reste suit tout seul. Puis je mets toujours une photo avec ça. Fait que écrire le texte me prend à peu près 4 ou 5 minutes, trouver la photo, une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que je veux la photo qui va bien aller avec le texte. Puis le texte, comme il coule tout seul, ben tout ce que j'ai à faire après, c'est de le corriger puis m'assurer que c'est cohérent. Et donc, j'ai fait ça. Puis je me suis rendu compte à quel point ça touchait les gens. Parce que je parle d'estime de soi, je parle d'accueillir la vie, je parle d'être ouvert, je parle de pardonner, de se respecter, de mettre nos limites, de tout ce qui englobe le développement. Tout ce qui concerne les gens, quoi. Oui. Et donc, on m'a demandé, j'ai écrit un livre, on m'a demandé quand est-ce que vous sortez un livre. J'ai écrit un livre, puis un deuxième, puis un troisième, puis là, il y en a d'autres en marche. On m'a invité à aller faire des conférences un peu partout, à Tahiti, en France, en Belgique. J'ai dit oui. Et je suis ce mouvement-là parce que je pense que ça fait du bien aux gens. Tu sais, j'ai un peu... quand on manque d'estime de soi, quand on en a manqué longtemps comme moi, ben c'est pour ça que j'en parle avec autant de passion aujourd'hui, parce que je sais à quel point c'est important. Passion, puis aussi l'expérience. Ouais. Parce que c'est justement grâce à cette expérience, comment toi tu as pu acquérir cette sagesse, comment tu as pu en sortir, c'est ça, c'est cette force-là qui te permet de justement mieux en parler aux autres. Si tu n'avais pas vécu ça, c'est difficile. Alors, c'est pas des recettes, parce qu'on peut en donner plein de recettes. Non, j'ai lu les livres de Boris Cyrulnik qui parlent de résilience, qui était un des premiers à amener ce concept-là. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a une chose qui nous rattache à la vie, puis peut-être que c'est l'espoir. Tu vois, mon dernier livre s'appelle Porteur d'espoir. L'émission de radio et de web télé maintenant que j'anime s'appelle Porteur d'espoir parce que des fois, on est sur le point de tout lâcher, puis on a juste un petit pas à franchir, puis on est sur le bord de la réussite. Hein. Des fois, on a tendance à se décourager alors que la vie est toujours en train de nous enseigner. Je pense que c'est ça que je retiens le plus de mon parcours. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Fait que quand ça va mal, quand il y a un obstacle, quand c'est long. Récemment, j'ai vécu quelque chose là, qui était long, puis difficile, puis au lieu de dire, non, mais tu sais, j'en peux plus, quand est-ce que ça va se régler? Ça n'empêche pas que j'ai certaines émotions comme ça, là, mais je me dis tout le temps, OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que la vie veut que j'apprenne? Apprendre à faire confiance, apprendre à dire, ben, le matériel, c'est pas si important, apprendre à dire, écoute, ta santé, il faut que tu l'écoutes. Alors, je trouve mes réponses, ou la vie m'enseigne mes réponses. Puis des fois, ça vient de drôles de manières. Hein? Des fois, ça vient par les autres. Des fois, ça vient par un client. Des fois, ça vient une lecture ou un mot écrit quelque part ou une interview. Voilà. J'étais sur l'île de Canaries, sur l'île de Tenerife exactement, dans les Canaries. Et puis, c'était intéressant. Donc, il y avait mes amis qui m'accueillaient. Donc, on allait au bord de la mer. Et puis, en allant donc, sur la côte, on était sur l'autoroute, il me dit « Stéphane, tu feras attention sur la gauche, tu verras. Il y a quelque chose qui est intéressant. » J'avance, et puis donc je suis très attentif sur cette gauche, qu'est-ce qu'il allait y avoir. Et puis en fin de compte, il y avait un champ, et puis sur ce champ, il y avait pas mal de bottes de foin. Et sur ce botte de foin, il y avait un monsieur qui avait écrit, donc c'était des grosses caractères, et puis c'était des phrases de connaissance. Et chaque semaine, il met une phrase de connaissance. C'est pas vrai, waouh! Et c'est intéressant parce que, alors, donc mon ami qui me dit, bah, écoute, tu sais, c'est quand même assez particulier. Il met ça. C'est comme notre philosophe, notre Socrate de l'île de Tenerife.
Et j'ai une amie qui n'osait pas dire à son compagnon qu'elle voulait le quitter, justement. Et la semaine où ça s'est passé, il y avait une phrase, c'était « dis-lui ». Oh, wow! J'adore les synchronicités de la vie, j'adore Et chaque ça. semaine, il met effectivement cette phrase, une phrase de connaissance. Et la dernière fois, quand j'y suis allé pour un séminaire, la dernière fois, ça m'avait plu parce que c'était très philosophique. C'était « je rêve que vous vous réveillez ». Ah! C'est puissant quand même. Ouais, ouais. De quel rêve on parle, de quel réveil on parle, c'était assez puissant. Donc Ouais. effectivement, ce que tu me dis, c'est tellement d'une évidence hein, qu'une petite phrase, mais dit avec tellement de conscience, tellement d'amour, comme tu peux le faire à travers tes blogs, à travers tes livres, le déclic peut se faire chez l'autre. Oui. Mais tu vois, je suis contente que tu me parles d'amour parce que c'est ça la base de tout. On est juste ici pour apprendre à aimer, à mieux s'aimer, puis à mieux aimer les autres. En tout cas, c'est ma conviction à moi. Puis quand je recevais Conrad à mon émission vendredi dernier, puis on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose quand je commence une conférence, je regarde tout le monde, puis je ressens de l'amour pour chacune des personnes qui est là, tu sais. Puis c'est pas de la frime, c'est juste que ça me permet de me connecter à ces gens-là. Quand j'écris, je fais ça. Quand j'interviens dans une entreprise, avant de rentrer, je me dis tout le temps, bon, aide-moi à les aider comme il faut. Tu sais, comme disait Saint François d'Assise, fais de moi l'instrument de ton amour. Exactement. Puis dis-moi ce que j'ai à faire, puis je vais le faire. Tu sais. Puis depuis que je fonctionne comme ça, je trouve que les choses sont beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples. Tu sais, des fois, aider, c'est aussi ne pas aider, c'est d'attendre que ça vienne de l'autre. Tu sais, moi, j'étais un peu avant comme un phare là, sur une île, mais moi, je courais après les bateaux. Je disais, oh, je suis ici, puis je courais partout pour aider les bateaux. Mais un jour, j'ai compris que le phare, il reste droit sur son île, puis les bateaux se guident. Ceux qui en ont besoin se guident d'après lui. Fait que c'est plus sage d'être un phare, je pense. Qui bouge pas. Qui bouge pas. Et qui accueille. Magnifique. Diane, donc nous arrivons à la deuxième partie de cette vidéo, de cette émission En quête de sagesse. Et la deuxième partie, c'est vraiment très précis, c'est une question. C'est qu'est-ce que pour toi la sagesse? Je te donnerai une réponse courte, c'est danser avec la vie. Dans le sens où, tu sais, les bouddhistes ils nous disent ce qui crée la souffrance, c'est la résistance. Puis combien de fois on résiste à ce qui est là, tu sais, on va être en retard, on va manquer notre avion, on s'est blessé, non, je veux pas que mon chum me quitte. Tu sais, on est tout le temps en résistance à ce qui est là. Puis on souffre. Il y a un médecin au Québec, Gaétan Brouillard, qui disait « On peut avoir mal, mais c'est pas nécessaire de souffrir. » Exactement. C'est dans notre corps. Et je trouve que c'est une belle image parce que plus on résiste, plus on souffre. Puis on se fait souffrir. J'ai vu une dame à un moment donné à Tahiti qui était venue me consulter. Elle souffrait depuis que son mari était décédé. Alors moi, je pensais que c'était tout récent, mais ça faisait 7 ans. Elle l'acceptait pas. Puis elle s'est développé un cancer suite à ça. Tu sais, puis je me disais, c'est triste de voir quelqu'un qui résiste autant à ce que la vie lui apporte. Tu sais. Moi, je crois qu'après la mort, il y a autre chose. Puis donc, cette résistance-là, c'est ça qui fait que on se chicane, on s'engueule, il y a des guerres et tout ça. Tandis que si on acceptait simplement ce qui est là, peut-être qu'on dirait, bon, j'apprends quelque chose d'important pour moi en ce moment. Puis moi, j'aime bien dire, ben, quand la vie me dit de tourner à gauche, je tourne à gauche. Quand elle me dit de tourner à droite, je tourne à droite. Quand elle me dit d'attendre, quand c'est difficile, là, tu sais qu'on a l'impression qu'il faudrait forcer, là, puis redoubler d'ardeur pour arriver à nos objectifs. Ben moi, c'est à ce moment-là que je m'arrête. Puis j'attends. J'attends. Rémi Tremblay au Québec, il dit, mon ami Rémi que j'aime tant, il dit, comment on fait pour savoir quand est-ce que c'est le temps de prendre une décision? Mais quand vous êtes sur l'autoroute, comment vous faites pour savoir que vous êtes rendu à Québec? Il y a une pancarte, c'est écrit Québec, et vous prenez cette sortie-là. Mais tant que vous ne voyez pas la pancarte, vous continuez tout droit. Puis je pense que c'est ça, c'est de suivre ce qui est là. Puis si la vie veut que je fasse autre chose, c'est sûr qu'elle va me l'enseigner. Je pense que ça vaut pour tout le monde. C'est juste qu'on aime tellement contrôler, on pense qu'on contrôle. Ça, c'est clair. On pense qu'on contrôle. Il n'y a pas grand-chose qu'on contrôle. Hein. On ne contrôle pas la pousse de nos cheveux,
On contrôle pas le sang qui circule, on contrôle rien en fait. Des fois, on contrôle même pas ce qui sort de notre bouche. Hein? Ça, c'est souvent. Des fois, je m'entends dire des choses, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais tu sais, je pense que plutôt que d'essayer de contrôler, c'est d'essayer justement de suivre le mouvement de la vie. Les animaux le font, les plantes le font. À chaque instant. Puis il y a juste nous, les humains, qu'on n'a pas appris ça encore. Il est temps. On a un mental fort, mais on n'y arrive pas Oui. au fur et à mesure. Oui. Diane, c'était un vrai plaisir de partager ce temps avec toi. C'était un plaisir aussi. Et puis, donc pour ceux qui veulent avoir des renseignements, des informations sur tout le beau travail que Diane fait, vous regarderez sous la vidéo, il y aura le lien pour son site internet, pour son blog, pour son Facebook. Je vous invite vraiment à aller explorer, à aller profondément lire ces phrases de connaissances et je suis sûr qu'à chaque fois vous trouverez un déclic pour franchir un cap dans votre vie. Merci. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho.